Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler de la fascisation aux États-Unis, de nos victoires idéologiques, notamment autour de la Palestine, mais aussi de la taxation des plus riches et de la nécessité plus que jamais urgente de faire dégager le cornu et Macron avec le cornu qui s'approche de la porte. Générique. Alors, je commence évidemment par ce qui est en train de bouleverser l'ordre géopolitique du monde, ce qui se passe aux États-Unis, qui a peut-être été concentré dans le discours et la diatribe qu'a fait Donald Trump à l'ONU ce mardi. Ce mardi, dans un discours hallucinant, il a expliqué que le dérèglement climatique était la plus grande arnaque jamais menée contre le monde, que le réchauffement climatique, selon certains, c'est-à-dire les scientifiques, allait soi-disant tuer le monde, mais qu'ensuite, je cite Donald Trump, il avait commencé à faire plus froid. Je rappelle que 2024 est l'année où nous avons dépassé les plus 1,5 degrés de réchauffement. Donc c'est un discours anti-science qui a été évidemment porté par le président états-unien, expliquant ensuite que les Européens allaient aller en enfer car ils portaient des politiques d'immigration et de lutte contre le changement climatique. Je vous passe l'éloge sur le charbon et les énergies fossiles qui, je crois, est très révélateur de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Je vous ai parlé la semaine dernière du traitement hallucinant qui a été fait autour de l'assassinat de Charlie Kirk, avec une purge qui a été organisée pour tous ceux qui osaient dire, notamment dans les administrations américaines, qui osaient dire que Charlie Kirk était un suprémaciste blanc, raciste, qui visait à promouvoir la haine. Eh bien, tout cela ont été complètement purgés. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque, par exemple, vous avez en ce moment aux États-Unis des vidéos qui sont diffusées directement par le ministère de la Sécurité intérieure, qui montrent des arrestations de personnes étrangères, des arrestations extrêmement musclées, avec des images de Pokémon qui sont insérées dans cette vidéo, marquées « Attrapez-les tous ». Ce qui, là aussi, montre la pente de fascisation qui est en train de prendre le pays. Et ce mardi, Donald Trump a décidé de déclarer que tous les mouvements antifascistes étaient désormais des organisations terroristes. Il faut quand même se rendre compte à quel point il faut être fasciste pour décider que désormais, les mouvements d'opposition au fascisme sont des mouvements terroristes. Donc, nous sommes sur une pente qui est prise, qui est évidemment extrêmement inquiétante et qui appelle à la résistance la plus forte aux États-Unis et dans le monde, parce que ce ne sont pas seulement les États-Unis qui sont touchés par cela, par les saluts nazis et autres, qu'on voit ressurgir un peu partout dans le monde, y compris en France. Il y a non seulement une impunité très forte des groupuscules fascistes qui se sentent de plus en plus en impunité pour pouvoir continuer notamment à tuer, ce qui s'est passé 3 fois l'année dernière, mais aussi à agresser, comme ça s'est passé ce week-end à Brest, où une trentaine d'individus cagoulés, armés, se sont rués et ont agressé un bar, donc une terrasse de bar où les gens étaient tranquillement en train de boire un verre parce que ce bar était identifié comme un bar de gauche, avec une scène hallucinante où sur BFM TV, une journaliste explique que ce bar est identifié comme à gauche parce qu'il y a des symboles antiracistes et anti-nazis sur ce bar. Je ne savais pas qu'il fallait être de gauche pour être anti-nazi, mais c'est vous dire à quel point on est en train de dériver et avec des agressions qui n'ont suscité pas le moindre commentaire du ministre démissionnaire Retailleau, qui est celui, je le rappelle, en France, qui a décidé lui aussi de dissoudre une organisation antifasciste, celle de la Jeune Garde, mais qui n'a jamais dissous les brigades françaises patriotes qui sont responsables de l'assassinat de Jamel Benjabala, avec l'assassin de Jamel Benjabala qui a été assassiné devant les yeux de sa fille de 10 ans avec un véhicule qui lui a roulé 3 fois dessus, son assassin chez qui on a retrouvé une demi-douzaine d'armes à feu, une centaine de munitions, mais aussi 2 obus qui appellent ouvertement à la guerre civile, notamment à tuer l'ensemble des musulmans de ce pays et qui, elle, n'est toujours pas dissoute alors qu'elle compterait plusieurs milliers de membres qui seraient armés. Donc, la France n'est pas épargnée par le mouvement que l'on voit aux États-Unis avec un sentiment d'impunité très forte, notamment permise par le ministre Retailleau qui n'a eu de cesse de les conforter dans ce sentiment, et avec un point qu'on entend peu dans le débat politique et public et qui me semble pourtant extrêmement important, qui est celui de dire que puisque Trump veut s'emparer du Groenland, puisque Trump est déployé avec les États-Unis dans les Caraïbes, où nous avons par exemple pour la France à la fois la Martinique et la Guadeloupe, si nous voulons empêcher
que Trump viole le droit international et décide de s'emparer de ce qu'il veut, y compris, pourquoi pas, un jour, de la Martinique, de la Guadeloupe, d'autres territoires dits ultramarins aujourd'hui sur le territoire national français, il faut surtout ne pas abdiquer sur la Palestine. Parce que défendre le droit international pour la Palestine, c'est aussi défendre le droit international pour l'ensemble du monde et y compris pour nous, peuple de France. Donc je le dis aussi avec une forme de gravité sur ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique, avec les attaques qui sont faites par Trump et par Netanyahou d'ailleurs contre l'ONU et contre le droit international, qui sont symptomatiques du fait que l'extrême droite s'organise au niveau international pour substituer au droit international la loi du plus fort. Et c'est pourquoi cela concerne aussi notre pays que de ne pas abdiquer sur la Palestine. Alors évidemment, cette diatribe à l'ONU de Trump, elle est directement inspirée de ce qui s'est passé la veille aux Nations Unies avec la reconnaissance par plusieurs pays de l'État de Palestine, avec notamment la reconnaissance par Emmanuel Macron et par la France de l'État de Palestine. Je veux évidemment commencer, même si nous avons des sentiments mitigés au moment où la France reconnaît l'État de Palestine, par saluer l'immense victoire populaire qui a d'abord été permise par la mobilisation de millions de gens, des peuples dans le monde et notamment du peuple de France pour aboutir à cette reconnaissance de l'État de Palestine et donc à la reconnaissance du peuple palestinien comme ayant le droit à un État et un droit à l'autodétermination, c'est-à-dire pour reconnaître le droit internationalement reconnu du peuple palestinien à pouvoir décider de son propre avenir. Donc c'est évidemment une étape qui est importante, qui est un pas franchi important. Et vous n'avez qu'à voir quelles sont les réactions. Vous avez d'un côté Netanyahou qui ne cesse d'insulter la France et d'humilier la France d'Emmanuel Macron en expliquant qu'il pense par exemple à fermer le consulat français en Israël. Mais en plus de ça, vous n'avez qu'à voir par exemple ce qu'en a dit Trump, ou même en France, Rachel Kahn qui sur un plateau de CNews s'est mise à pleurer au moment où l'État de Palestine a été reconnu, pour comprendre que ça leur fait mal. Pourquoi? Parce que ça marque l'isolement de Netanyahou vis-à-vis du reste du monde. Rachel Kahn, sur un plateau, a eu quand même des arguments qui étaient absolument délirants. Rachel Kahn qui explique par exemple que le drapeau palestinien qui a été hissé sur plusieurs mairies partout en France est un drapeau néo-nazi. Rachel Kahn qui explique qu'une vie égale une vie et la propagande du Hamas, ce qui est délirant, et qui commence à pleurer en disant « je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes ». Bref, ça leur fait mal. D'abord, ça marque l'isolement effectivement de Netanyahou vis-à-vis du reste du monde. Et je rappelle qu'il y a 75% des pays dans le monde qui d'ores et déjà reconnaissaient l'État de Palestine et que l'Assemblée française avait d'ores et déjà voté en 2014, c'est-à-dire il y a 11 ans, pour que l'État de Palestine soit reconnu, ce qui était une promesse de campagne de François Hollande, encore une trahison du Parti socialiste de François Hollande de l'époque. Je le dis en passant, même si ce n'est pas notre sujet principal aujourd'hui. Donc, il était plus que temps de reconnaître l'État de Palestine. Alors, je dis sentiment mêlé, à la fois parce que cette reconnaissance est très importante, elle a une portée symbolique très forte, mais en plus de cela, sentiment mêlé, nous avons évidemment un sentiment de trop tard, un goût amer qui se retrouve derrière cette reconnaissance de l'État de Palestine. D'abord parce que le discours du président n'était pas du tout à la hauteur des enjeux et par exemple le mot génocide n'a jamais été prononcé par le président de la République, mais en plus de ça, parce que cela arrive après plus de 600 jours de génocide, alors que l'offensive terrestre à Gaza a commencé, que la colonisation s'intensifie en Cisjordanie avec Netanyahou qui explique qu'il ne voudra jamais d'un État palestinien et que la famine continue de faire rage avec des images et des témoignages insoutenables qui continuent d'arriver tous les jours. Peut-être avez-vous vu par exemple ces 2 médecins australiennes qui expliquent l'enfer de ce que vit la population palestinienne à Gaza, en expliquant que, par exemple, elles ont dû s'occuper d'une femme qui est arrivée alors qu'elle était enceinte de 9 mois et qu'elles ont dû pratiquer une césarienne sur cette femme pour tenter de faire sortir son bébé vivant alors qu'elle venait juste d'être décapitée. Voilà les témoignages absolument insoutenables qui nous arrivent de Gaza. Et donc, reconnaître l'État de Palestine qui revient, s'il n'y a aucune action derrière, à reconnaître un cimetière, n'est pas à la hauteur de la situation. Et c'est pourquoi nous continuons de demander et de réaffirmer qu'il faut des sanctions contre Israël et que ces sanctions sont urgentes. D'autant que les spécialistes expliquent que s'il y avait des sanctions contre Israël, vu la taille du pays par rapport à, par exemple, la Russie,
contre lequel il y a déjà eu 18 trains de sanctions contre 0 pour Netanyahou qui commet un génocide, comme rappelé encore par une commission d'enquête directement mandatée par l'ONU, eh bien, il y aurait des effets qui seraient beaucoup plus immédiats sur la capacité de Netanyahou à pouvoir continuer une politique génocidaire qui, par ailleurs, est elle aussi contestée. Il aurait beaucoup plus de difficultés à pouvoir continuer sa politique génocidaire, donc que les sanctions seraient efficaces sur cette question. Nous aurions aimé, par exemple, que le président de la République, plutôt que de nouveau de qualifier d'antisémites les voix pour la paix, et notamment en tentant de viser la France insoumise, en nous qualifiant de nouveau d'antisémites. Je rappelle que Macron lui-même a été qualifié d'antisémite par Netanyahou en se prenant un retour de bâton, et donc il devrait arrêter cette rhétorique absolument scandaleuse et ignoble qui est faite aux voix pour la paix et à celles et ceux qui soutiennent les droits du peuple palestinien à vivre libre et en sécurité. Donc il devrait arrêter cette propagande-là, mais il n'a pas dit, par exemple, qu'il faisait comme l'Espagne l'a annoncé en début de semaine, qu'il décrétait un embargo total sur les armes et la France continue de livrer un flux continu d'armes vers Israël. Voilà, par exemple, des sanctions qui pourraient être prises et qui sont unilatérales. La France a les moyens d'agir et Emmanuel Macron décide de ne pas saisir ces leviers-là, ce qui est évidemment insupportable lorsque l'on voit la situation actuelle. Il n'empêche que nous avons gagné une victoire sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Il s'agit maintenant d'aller arracher d'autres victoires, d'autant plus quand on voit la décision de l'Espagne sur l'embargo sur les armes, les manifestations en Italie qui étaient absolument magnifiques de solidarité avec le peuple palestinien, avec des grèves qui ont été organisées partout, et je pense notamment aux dockers de Gênes qui font un travail absolument remarquable, notamment pour bloquer les armes qui seraient à destination du génocide. Bref, les peuples du monde entier se sont mis au mouvement pour dire aux puissances de ce monde qu'ils n'accepteront pas de regarder sans rien faire le génocide qui atteint maintenant l'horreur ultime dans le seuil qui a été atteint et qui nécessite évidemment qu'on arrête immédiatement et le plus vite possible le génocide. Donc il faut aller chercher à la fois des sanctions et exiger du gouvernement français, en plus des sanctions, de la suspension d'accords d'association, qu'il saisisse le Conseil de sécurité de l'ONU, bref, qu'il soit à la hauteur de l'enjeu historique que nous sommes en train de vivre. Nous exigeons de la France qu'elle proclame qu'elle déploiera sa protection consulaire vis-à-vis des 55 Français qui sont en ce moment sur la flottille qui se dirige toujours vers Gaza pour briser le blocus illégal de Gaza. Je rappelle que leur action est totalement légale et que sur les 300 militants qui se retrouvent sur une cinquantaine de bateaux, qui viennent de 45 pays différents, donc qui en fait la plus grande flottille internationale jamais faite dans l'histoire pour briser le blocus de Gaza, que leur action est non seulement légale, mais que la France y est très fortement représentée. Donc 55 ressortissants français, il y a 6 parlementaires insoumis qui se trouvent aussi sur ces flottilles, et l'Espagne a annoncé qu'elle déploierait une protection consulaire vis-à-vis de ses ressortissants. La Belgique l'a fait aussi. La France n'a absolument rien dit sur cette question, et ce alors que dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs drones ont attaqué des navires en pleine mer, donc en eau internationale, donc de manière complètement illégale, avec notamment des explosions qui se sont fait entendre à plusieurs endroits et des résidus de poudre qui ont été retrouvés sur les bateaux, et avec au moins un des bateaux qui est endommagé, avec le mât qui est endommagé, qui va peut-être devoir s'arrêter et qui laisse craindre le pire lorsque l'on sait que non seulement la France ne dit rien, n'a rien dit déjà lors des précédentes flottilles, lorsque un criminel de guerre poursuivi par la Cour pénale internationale a emprisonné des parlementaires français, mais qu'il laisse l'ambassadeur d'Israël en France expliquer tranquillement « je leur souhaite bonne chance pour épargner leur vie » en parlant de l'équipage des flottilles, et ce, sans qu'il n'y ait aucune apologie de crime de guerre, aucune apologie de crime contre l'humanité qui soit déclarée contre tel ou tel, que ce soit évidemment l'ambassadeur qui puisse parler comme ça sans aucune réaction officielle, mais je pense aussi à des gens comme Rachel Kahn qui réaffirme à tout endroit que la vie des Palestiniens ne vaudrait rien, ce qui a tout à voir avec la question du racisme, de la colonisation, de l'apartheid et donc du génocide. Donc plus que jamais, il est temps de continuer de se mobiliser. Nous avons une première victoire qui est très importante. Il faut que cette victoire, pour qu'elle ne soit pas la reconnaissance de la Palestine sans Palestiniens, à titre posthume, il faut que nous obtenions
immédiatement des sanctions. En tout cas, l'isolement de Netanyahou est une excellente nouvelle pour la suite et c'est grâce à la mobilisation des peuples que nous l'avons obtenu. Alors, il y a une autre victoire très importante que nous avons obtenue cette semaine et dans les jours qui précèdent, c'est celle sur le fait qu'il faut taxer les riches dans ce pays et qu'il faut en finir avec le séparatisme fiscal des plus riches qui ne veulent pas contribuer à la société et qui ne cessent de s'enrichir depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Et donc, il faut rompre avec la politique que tente d'imposer Emmanuel Macron coûte que coûte, cette politique qui n'est faite que pour les riches. Et donc, une politique pour le riche, c'est aussi une politique contre le peuple. Alors, cette victoire idéologique, on le voit à la panique qui s'empare des plus grands patrons, notamment du patron du MEDEF, qui veut appeler d'abord à une grande manifestation, puis à un grand meeting de l'ensemble du patronat pour refuser qu'on touche à la fortune des plus riches de ce pays. Vous avez Bernard Arnault qui parle d'une offensive mortelle de la taxe Zuckman, donc l'homme le plus riche de France, qui explique que ce serait absolument affreux si on lui enlève quelques centimes, si on prend à l'échelle de sa fortune. Et vous avez même le directeur de la Banque publique d'investissement qui a osé dire qu'il s'agissait d'un délire et que c'était une mesure communiste en parlant de la taxe Zuckman. Alors la taxe Zuckman, je vous ai déjà expliqué que c'était vraiment la base de la base et que si on prenait un impôt plancher à 2% du patrimoine des ultra-riches, donc des 500 plus grandes fortunes, ça veut dire que déjà, si les 500 plus grandes fortunes payent leur impôt correctement, elles n'ont plus rien à payer. C'est-à-dire qu'on paye le différentiel entre les impôts qui sont payés, par exemple, sur le revenu et autres, par les ultra-riches, et le différentiel avec donc leur pourcentage de leur patrimoine. Et que même à ce rythme-là, avec une taxe Zuckman, alors même à ce rythme-là, il faudrait un siècle pour que les 500 plus grandes fortunes retrouvent leur fortune de 2010, avec aujourd'hui des 500 plus grandes fortunes qui ont accaparé 42% du PIB. Donc qu'on veuille nous faire pleurer sur leur sort me fait assez rigoler et montre bien qu'ils sont en panique car cette idée a infusé largement dans la société au point que je suis sûr qu'ils vont nous sortir je ne sais quelle mesurette, d'une sous-taxe Zuckman qui n'aura aucun impact, ou en essayant de nous faire croire qu'ils ont un peu mis à contribution les plus riches. Bon, la taxe Zuckman, quand je dis que c'est la base de la base, cela veut dire que nous sommes favorables à l'établissement d'un impôt de solidarité sur la fortune renforcé, nous sommes favorables à une taxation sur les super-profits, à une taxation sur les dividendes. Bref, on ne s'arrêtera pas là parce qu'il est d'une injustice totale, et je crois que tout le monde l'a compris dans le pays, que l'immense majorité des gens soient en train de souffrir pendant que certains sont en train de se gaver. Il n'y a qu'à voir les 500 plus grandes fortunes de ce pays. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ont doublé leur patrimoine pendant que 1,2 million de personnes tombaient sous le seuil de pauvreté. Donc je crois que tout le monde a compris ça dans le pays et que nous sommes en train de gagner une victoire idéologique qui est majeure et qui leur fait surtout extrêmement peur. Alors du coup, face à ces victoires idéologiques, il se trouve que nous allons avoir bientôt le début de la session parlementaire. On avait commencé le 8 septembre avec le vote de confiance sur Bayrou, où nous avons fait tomber Bayrou, son gouvernement et le budget qui allait avec absolument cruel qu'il voulait présenter au pays. Eh bien, là, nous allons avoir le 1er octobre la session parlementaire qui reprend. Et donc, dès le premier jour de la session parlementaire, nous déposerons, nous, une motion de censure. Et je vais vous dire que pour le Cornu, c'est quand même mal parti. D'abord parce que le Cornu, tout le monde a compris qu'il voulait continuer la même politique de malheur que propose depuis 8 ans Emmanuel Macron et qui mène au désastre absolu dans le pays. Et la deuxième chose, c'est que quand le Cornu vous dit qu'il retire les 2 jours fériés, ça veut dire qu'il reprend le plan Bayrou contre lequel plus d'1 million de personnes se sont mobilisées le 18 septembre dernier, mais aussi le 10 septembre dernier, qu'il le reprend et qu'il le modifie juste à la marge en enlevant les 2 jours fériés, mais en laissant l'année noire pour les gens, le doublement des franchises médicales, le fait de s'attaquer aux maladies longues, une énième réforme de l'assurance chômage, une attaque à l'aide médicale d'État, etc., etc. Donc tout le monde comprend que le Cornu est le clone d'une politique macroniste qui va continuer exactement la même politique. Et il se trouve que là où je dis que c'est mal parti pour lui, d'abord, vous avez une débâcle dans le camp macroniste. Je vous avais déjà parlé de Bruno Le Maire qui dit en privé que Emmanuel Macron ne tiendra pas jusqu'en 2027 parce qu'ils savent très bien que le Cornu est leur dernière cartouche.
Mais vous avez eu Gabriel Attal qui, encore ce week-end, a expliqué tranquillement qu'en 2027, il s'agissait de tourner la page du chaos en parlant de la politique qu'a fait Emmanuel Macron. Donc vous comprenez que l'ambiance est à sauf qui peut et quitter le navire avant qu'il ait définitivement coulé. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que l'intersyndicale qui avait appelé au 18 septembre avec une grosse mobilisation populaire avait donné un ultimatum à Le Cornu pour ce mercredi pour dire si ce mercredi vous n'avez pas répondu à nos revendications, alors nous appellerons de nouveau à nous mobiliser et à continuer la mobilisation qui est d'ampleur pour cette rentrée de l'année 2025. Eh bien, ça s'est tellement mal passé que c'est la CFDT elle-même qui a annoncé dès la sortie du bureau du Premier ministre qu'ils appelaient à une nouvelle date de mobilisation et de grève par l'intersyndicale le 2 octobre prochain. Il se trouve que le 25 septembre, les organisations de jeunesse appellent. Le 2 octobre prochain, il y a donc de grandes grèves qui, de nouveau, vont mobiliser dans le pays. Et il faut évidemment que les Insoumis soient pleinement mobilisés autour de ces dates pour aider et soutenir les mobilisations populaires parce que nous pouvons en finir avec eux. Le Cornu est minoritaire dans le pays. Le Cornu n'a aucune majorité, ni dans le pays évidemment, mais encore moins à l'Assemblée nationale. Et donc, la motion de censure que nous allons déposer dès le début de la session parlementaire, nous venons de l'envoyer à l'ensemble des groupes qui sont à gauche de l'hémicycle. Donc, vous pouvez aller demander à vos députés s'ils ont bien signé la motion de censure. Et cette motion de censure est en capacité de faire tomber le Cornu dès le début de la session parlementaire, c'est-à-dire début octobre. Et quand je vous dis que le Cornu est leur dernière cartouche, derrière, vous n'avez plus personne. À moins qu'Emmanuel Macron se nomme lui-même Premier ministre, ce qui est impossible, il n'a plus personne derrière pour continuer la même politique. Nous sommes déjà à 5 premiers ministres depuis 2022, 3 premiers ministres depuis 2024 et la dissolution sur lequel il espérait pouvoir mettre le RN à Matignon. Là, il ne va plus avoir personne et donc celui qui restera en ligne de mire du peuple, le seul qui restera comme un obstacle pour sortir de l'impasse dans lequel Emmanuel Macron nous a placés, eh bien, c'est le président de la République lui-même. Et donc, va encore monter l'idée qu'il faut soit destituer le président, soit qu'il démissionne, mais en tout cas qu'il s'en aille, car c'est lui qui est responsable de la situation. Je le dis d'autant plus que comme le RN est en train de pousser pour une dissolution de l'Assemblée nationale, le problème, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Le problème, c'est l'Élysée et le locataire de l'Élysée qui est en train de tout bloquer. Et donc, il faut pour cela un retour aux urnes. En tout cas, c'est ce que nous continuerons, de pousser, c'est-à-dire le départ de Macron, que tout le monde déteste dans le pays, pour faire en sorte que, démocratiquement, on puisse choisir entre les grandes options et les grandes offres politiques qui s'offrent au pays, puisque c'est ça la démocratie. Et nous proposerons d'arriver à la 6e République avec la possibilité de révoquer les élus, ce qui, je crois, aurait permis, si on l'avait déjà dans la Constitution française, d'avoir une issue positive, là aussi, à la situation, avec le référendum d'initiative citoyenne. Et il est plus que temps qu'on y arrive, parce que je voulais terminer par quelque chose qui peut-être est passé un peu inaperçu, mais qui montre la nécessité et l'urgence à ce que nous arrivions à faire basculer de notre côté les politiques du pays, parce que Contre-Attaque a publié un document qui est très important et très intéressant, qui montre à quel point là aussi Emmanuel Macron a fait mal à notre pays. J'ai souvent parlé des milliers d'enfants à la rue, des milliers d'enfants en situation de handicap qui sont déscolarisés, de la hausse de la mortalité infantile, du retour du scorbut, qui était une maladie qui avait disparu. Eh bien, Contre-Attaque fait un dossier pour montrer que dans l'été 2025, il y a eu un nombre de mineurs qui sont morts au travail qui est absolument incroyable. Je vous en cite quelques-uns. Le plus jeune des morts au travail, il avait 14 ans. Il s'appelait Alex Rino. Il a été écrasé par un mur en démolition pendant son stage d'observation de 3e. Le 30 avril, dans les Alpes-Maritimes, c'est Lorenzo, un apprenti de 15 ans qui est mort percuté par un engin de chantier. Le 18 mai en Saône-et-Loire, c'est Lucas, 17 ans, qui est mort écrasé par une poutre dans son usine. Le 17 juin en Normandie, c'est un lycéen de 16 ans qui est mort dans un magasin Jiffy après être tombé sous le poids d'une palette chargée qu'on lui avait demandé de rééquilibrer. Et on pourrait continuer. Ils ont fait la liste de ces
mineurs, donc de ces enfants qui sont morts au travail et qui illustrent, je crois, ce que Emmanuel Macron a fait au monde du travail, notamment avec un nombre de jeunes qui se retrouvent au travail avec les projets de journée professionnelle dès la 5e, mais aussi un objectif d'1 million d'apprentis pendant qu'ils coulaient les lycées professionnels. Et aujourd'hui, après avoir détruit les CHSCT, détricoté le code du travail, la prévention de la pénibilité, détruit l'inspection du travail, on se retrouve avec une France qui est championne d'Europe du nombre de morts du travail. Et ce record nous fait honte. Et donc, il faut impérativement, là aussi, que nous y arrivions. C'est exactement dans la même suite de ce qui s'est passé avec la retraite à 64 ans. On l'a répété ce chiffre souvent, mais je veux le redire, 25% des hommes les plus pauvres sont déjà morts à l'âge de 62 ans. Cela veut dire que pour beaucoup des gens de ce pays, notamment ceux qui ont les métiers les plus pénibles, cela représente une retraite pour les morts, c'est-à-dire une retraite qu'ils ne verront jamais. Tout cela, c'est le bilan d'Emmanuel Macron avec des vies volées, des jeunes qui sont morts du travail encore cet été. Et je vous signale notamment que Adrien Chloé fera un colloque à l'Assemblée nationale sur les violences dans le monde de la cuisine avec 1,2 million de personnes qui travaillent dans la restauration. Il se trouve qu'il y a 50% des effectifs du secteur qui le quittent chaque année. Donc c'est énorme. Et des témoignages, il propose une commission d'enquête sur cette question, des témoignages qui sont effrayants. Je portais un t-shirt en permanence, dit Dorian, pour ne pas que mes parents voient les brûlures au téton que me faisait le chef de cuisine avec une pince chauffée à blanc. Une femme qui dit, il m'a demandé de lui ramener une botte d'herbe dans la chambre froide, m'a suivi puis nous y a enfermés. Il m'a violée et 5 minutes après, il est ressorti comme si de rien n'était pour continuer le service. Ou encore Mehdi qui témoigne, je t'avais dit de faire 3 entrées, je vais te défoncer à coups de marteau, t'es arabe et tu ne sais pas compter alors que vous avez inventé les chiffres. Voilà les témoignages qui seront notamment à l'origine de ce colloque, de cette demande de commission d'enquête. Et nous avons fait un plan pour montrer qu'il était possible non seulement d'avoir 0 mort au travail, d'avoir une inspection du travail digne de ce nom, d'avoir un droit du travail qui protège les travailleurs de ce pays. C'était pour illustrer un des enjeux qu'il y a actuellement. Et évidemment, je veux apporter toute ma solidarité aux salariés de Stellantis qui se retrouvent avec pendant 3 semaines un chômage partiel qui leur est imposé par l'entreprise, dont les syndicats craignent qu'elle présage une fermeture totale du site. Et je le dis parce que parmi les centaines de milliers d'emplois qui sont menacés dans les plans de licenciement qui se déploient partout dans le pays, Stellantis est probablement un symbole. D'abord parce que Stellantis a versé 4,2 milliards de dividendes l'année dernière aux actionnaires et maintenant menace de supprimer des emplois. Parce que Stellantis, son patron, est Tavares, dont vous avez déjà entendu parler, parce que Tavares se verse un salaire de 36 millions d'euros, soit 1700 fois le SMIC. Et lorsqu'on lui a dit à quel point ce salaire était indécent, il a dit qu'il n'y avait qu'à faire une loi sur cette question. Et c'est pourquoi l'année dernière, dans la niche parlementaire, nous avions une loi pour obliger à un écart de 1 à 20, ce qui est déjà beaucoup, entre celui qui gagne le plus, donc le patron, et ceux qui font directement la richesse du pays, c'est-à-dire les travailleurs, et que c'est aussi Stellantis, une boîte qui évidemment récupère de l'argent public, notamment des millions par le crédit impôt recherche, et donc qui licencie avec votre propre argent. Donc soutien total à leur lutte, et ils ont raison de dire qu'il n'est pas acceptable qu'on continue à avoir une désindustrialisation du pays, un fiasco économique comme est en train de le faire la Macronie, et pour cela, il faut les faire partir vite. On s'en occupe dès la semaine prochaine pour le Cornu. On se tient au courant. Force à vous!